aux portes de Paris, adossé au périphérique, entre les voies rapides et une cité HLM, se cache un marché pourtant réputé dans le monde entier, les puces de Saint-Ouen. 2000 boutiques, parmi lesquelles les plus beaux magasins d'antiquaires de France. Certains collectionneurs viennent directement des États-Unis pour acheter ici. Les antiquaires, ce sont le cœur des puces. Un marché créé par des chiffonniers il y a plus d'un siècle. Derrière les fortifications de la capitale, les pauvres vendaient ici leur bric-à-brac. Aujourd'hui, chaque week-end, jusqu'à 300 000 personnes se pressent ici. Les puces, ce sont plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et désormais, on trouve de tout. Lustres en cristal, toiles de maître, jeans, casquettes, vieux 33 tours, musique rap et même en bout de chaussures. Un monde de contraste où les antiquaires et leur clientèle fortunée croisent les bifins, chiffonniers des temps modernes, venus vendre les objets récupérés dans les poubelles. C'est dans cet univers que les caméras de Quartier Général ont plongé durant plusieurs mois pour comprendre ce qui fait de ce lieu un endroit unique au monde. Ils sont ce que les puces font de plus select. Benoît et Olivier, un duo d'antiquaires réputés, avec des clients très riches, très exigeants. Il fait 4 500 €. Une clientèle internationale. Pour trouver l'objet rare, Georges, lui, fait les poubelles. Tous les soirs, depuis 2 ans. Apparemment, il est bon état, c'est ça que je regarde. C'est bon, je le prends. Et son métier, c'est de revendre ce qu'il trouve au marché aux puces. Dans le carré des bifins, les plus pauvres des vendeurs. Les puces, c'est aussi un tremplin pour les jeunes créateurs. Si tu as envie de monter une boutique, faire quelque chose vraiment de concret, c'est ici que ça départ. Et pour lancer sa marque, Brice s'est spécialisé dans le graffiti sur vêtements. Le ciel bleu, que c'est collé. C'est une figure des puces de Saint-Ouen, une institution. Manuela chante ici depuis 40 ans. Et aux puces, c'est elle qui fait le show pour les touristes. Mais les puces, ce sont avant tout des centaines de boutiques et des milliers de visiteurs dont il faut assurer la sécurité. Et la nuit, le quartier bascule dans la délinquance. Regardez en haut. Ah, il nous voit arriver de loin. Alors ce sont les hommes de la BAC qui prennent le relais. Le marché aux puces est encore endormi. Les premiers clients n'arriveront au plus tôt que dans 2 heures. Pourtant, dans les allées, certains sont déjà à la recherche des bonnes affaires. C'est le cas de Benoît et Olivier, 2 antiquaires de Saint-Ouen. Avant d'aller ouvrir la boutique, on fait le tour des boutiques qui sont déjà ouvertes pour voir s'il n'y a pas un truc qui nous intéresse chez nos voisins. Aux puces de Saint-Ouen, avant l'ouverture, les objets changent donc de main discrètement entre professionnels. On cherche un peu n'importe quoi. Enfin, un truc qui va correspondre à ce qu'on aime, mais on n'a pas de choix défini. Et dans cette ambiance secrète de vente entre initiés, il y a un petit outil qui peut faire toute la différence, la lampe torche. À mon avis, elles sont vendues. Non, elles sont trop tartes. Elles sont trop tartes. Messieurs! Quand il fait nuit comme ça de bonne heure, ça nous permet de voir mieux les... Ça nous évite de faire des conneries. Comme on a fait ici il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire acheter un objet... Acheter des canapés bleus alors qu'ils étaient verts. Non, vert... Non, mais j'ai croyé qu'ils étaient bleus, ils étaient verts. Bah si, on va aller voir là, on va passer par là. On va passer par là. Le soleil n'est pas encore levé. Et dans cette effervescence matinale entre collègues, les négociations sont rapides et faciles. Ça vaut quoi? On demande 250. 200? D'accord, 200 €. On se connaît, on sait qu'on est marchand, donc on fait vite le prix, c'est oui, c'est non, parce qu'on a autre chose à faire que de passer 2 heures à négocier les prix. Pas de chichi. Et puis là, on est parti à 250, on s'arrête à 200, donc on n'est pas non plus dans des proportions... Ouais. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci messieurs, au revoir. Pour les 2 antiquaires, le shopping continue. Pour trouver les belles pièces, il faut avoir l'œil.
même s'il faut parfois savoir acheter à l'aveugle. Salut. Benoît et Olivier repèrent tout de suite 2 caisses, encore emballées. Ils valent quoi les lustres? Non, c'est une fausse paire. Une fausse paire? Oui. Celui-là est beaucoup plus grand en fait. Ouais. C'est quoi le meilleur prix? C'est 8 000 € le meilleur prix. Ces luminaires, Olivier et Benoît les veulent dans leur boutique. 7 000, ça peut, non? Non, 7 000, c'est pas possible, non. Non, c'est pas possible. Bon, si vous voulez, Il y en a, oui, d'accord. je peux vous faire 7 500. 7 500. Ouais. Bah, ok. Merci. Merci. C'est acheté là? Ouais. C'est acheté. En 30 secondes comme ça, c'est acheté. Eh oui. Oui, Mais parce qu'on connaît ça, il en a besoin de ce genre de lustre. Car c'est exactement ce type de marchandises qu'ils vendent dans leur stand. Pour parfaire leur vitrine, ils sont prêts à acheter sans même enlever l'emballage. Donc maintenant qu'on a fait notre petite tournée, c'est à notre tour et on va aller ouvrir le bouclard et voir si on a autant de succès. Ah mais c'est bon, c'est bon. Seulement avant de commencer à vendre aux puces, il faut déballer la marchandise et préparer le magasin pour l'arrivée des clients. Et la mise en place est primordiale. Ici, l'idée, c'est d'installer un salon où les clients pourraient se promener et tout acheter. Ici, toute la déco est à vendre, le tapis sur lequel on marche. Absolument, tout est à vendre. Sauf le parquet, là, mais sinon, tout est à vendre, oui, oui. On vend tout. Pas les chiens. Une fois le stand mis en place, il reste quelques minutes à nos 2 antiquaires pour aller chercher les 2 lustres qu'ils viennent d'acheter dans la boutique voisine. Olivier? Non, non, c'est bon. Petit moment de stress. Olivier et Benoît ont dépensé 7 500 € pour 2 lustres. Et c'est seulement maintenant qu'ils vont vraiment découvrir ce qu'ils ont acheté. C'est un peu comme ouvrir un cadeau là, non? Oui, ça va être la découverte. On imagine quand même ce que c'est, sinon on les aurait pas achetés. Donc après, le risque qu'on peut avoir, c'est qu'il manque beaucoup de cristaux, qu'il y ait des branches pétées ou des choses comme ça. Ça, c'est un petit risque. Puis ça, Mais- c'est vraiment un lustre ancien qui est avant l'électricité. Il a été électrifié. Tu crois qu'il est après. avant? Ah oui, oui. Première bonne Ouais, c'est un surprise, lustre qui- le lustre date au moins du qui est XVIIIe vraiment siècle. ancien, quoi. Pour l'instant, je suis content. On n'a encore pas tout vu. C'est là qu'on va voir la mauvaise surprise, mais Ça fait partie du risque. ça fait partie du risque, oui. Pas de mauvaise surprise, d'autant plus qu'Olivier et Benoît savent déjà, plus ou moins, à qui ils pourront le revendre. Ouais, le volume est très bien. En ce moment, il y a un créneau assez intéressant sur le marché russe. Les Russes aiment beaucoup les lustres à pampilles. On ne sait pas pourquoi, ils aiment beaucoup les lustres à pampilles. On a un métier d'opportuniste quand même. Hein. On a un métier, on achète aussi en fonction de ce que les clients nous demandent ou ce qui est à la mode. En France, les grands lustres, c'est de moins en moins à la mode, les gens les décrochent. Dans certains pays étrangers, au contraire, c'est la mode. Donc voilà. Il est 10 h du matin, le stand est prêt. Et les premiers clients débarquent aux puces. Pour Olivier et Benoît, les premiers acheteurs potentiels ne sont pas russes. C'est bon, les enfants, les Belges sont là. Il s'agit d'un couple d'avocats, de très gros clients. Non, bah attends, je fais une bise comme ça. Habitués du marché Serpette, ils sont venus spécialement de Bruxelles pour faire leurs achats aux puces. Et plus spécialement, chez Benoît et Olivier. Ils ont beaucoup de très belles marchandises. Nous les connaissons depuis pas mal de temps. Nous avons déjà acheté un certain nombre de pièces. On est très heureux. Et je vois qu'il y a donc c'est l'île de la tentation. Donc vous ne cherchez rien particulièrement? Non, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux en réalité. C'est qu'on ne cherche rien, donc tout est intéressant. Tu l'avais vu, ce cabinet? Et ça, les antiquaires en ont Et parfaitement en fait, on l'a conscience. fait juste restaurer. En bons vendeurs, comme s'ils faisaient visiter leur appartement, Il y en a ils un vont autre commencer qui est très, par très présenter joli. leurs derniers achats. Ça, on l'a fait restaurer, on a fait répartir, on a fait réparer un petit peu là, il y avait un manque. Et surtout, il nous a, tu vois, refait l'intérieur. Attends, je vais te montrer avec un spot. C'est le premier objectif de la visite, tenter les clients belges. C'est incroyable. Ça, c'est Japon, ça c'est Japon 19e.
C'est pas chiné. D'ailleurs, on le voit parce qu'ici, ce sont des décors, ce sont des samouraïs. Regarde, on a rentré Napoléon jeune. Oh, il avait déjà l'air de vouloir faire carrière. Hein. Ah ben oui, il avait déjà les galons qu'il fallait. Dans cette ambiance feutrée, pas question de parler d'argent. Savoir vendre sans en avoir l'air, c'est tout l'art des antiquaires. Je suis surtout pas derrière les clients parce que je veux que les clients soient séduits par les objets qu'ils vont acheter ou les meubles qu'ils vont acheter. Je veux surtout pas faire un forcing. Il faut que la démarche de décision de l'objet, ça soit eux qui la font. On n'est pas là pour vendre des jeans et faire une vente forcée en leur bourrant le crâne. On est là pour les expliquer là, et que ça soit eux-mêmes qui se sentent séduits par les objets et les meubles qu'ils veulent acheter. Et là, c'est la tentation du diable. Monsieur est très très amateur de Venise. Oui. Ça, c'est Bachmann, celui-là. Oui, oui, il est pas mauvais. Et entre un tableau de Venise et un buste de Napoléon, chez Olivier et Benoît, vers 11 h du matin, on s'accorde même une petite coupette, en bavardant de la pluie et du beau temps. Voilà, si un soir, tu ne veux pas dîner tout seul et autres, Non, parce qu'on peut aller bouffer. On a un très bon petit restaurant italien dans votre quartier. Soudain, les Belges ne sont plus aux puces, mais dans le salon d'Olivier et Benoît, entre amis. J'essaye de gagner un peu d'argent pour pouvoir vous payer tout. Non, t'es pas rentier, je crois que t'étais rentier. Quelques toasts, quelques blagues et quelques bulles. Au bout d'une demi-heure, le client, grisé par toutes ces dorures, reprend naturellement sa visite, sous l'œil attentif de Benoît. Il est très beau ce tableau. Oui. Mais c'est un bon peintre d'ailleurs, c'est... attends, je me souviens plus. C'est Duprat. C'est Albert Duprat. C'est un peintre qui a beaucoup de pattes, qui a beaucoup d'épaisseur comme ça. On peut demander le prix devant la caméra. Oui. On peut demander le prix, bien sûr. Il fait 4 500 €. Il est vraiment beau. Beaucoup. Jocelyne, viens voir un tableau qui plaît beaucoup à ton mari. Aïe, je dis pas aïe, tu dis oh super. Je vais dire la même chose. Elle va me faire le même la même chose que moi. Oui. Celui-ci. Oui. Pardon. C'est le ziel du pauvre. Quoi? Et on est quand en ce moment? Ça, on est vers 1870-80, on est fin 19e. Mais Jocelyne n'est visiblement pas passionnée par le tableau de Venise. Elle préfère continuer son shopping à l'intérieur. Pendant que monsieur s'extasie devant sa toile, madame remplit son panier de courses. Donc, alors, les cache-pots, donc 2008. La paire de brûle-parfum, 17e, je vais te faire 2006. Et le petit bronze de Vienne, donc 450, je t'enlève 50 symboliquement. 400. Déjà, donc ça. 10 minutes plus tard, quand son mari entre dans la boutique, l'addition a subitement grimpé. Il n'y a que l'antiquaire ici qui a le droit de s'asseoir. Non, je vais te donner. Donc là, je te dis que ce que j'ai mis en facture, c'est la paire de vases en Chine Ming. Oui. Les pots de fleurs. La paire de cache-pots, le petit moineau de Vienne. Ah oui. Et le Napoléon. Et tu fais combien pour tout ça? 6004. Non, ça, c'était déjà vu, ça. Il a déjà fait les prix, Olivier. Non. Je peux pas, là. Non, là, je peux pas. Là, je peux plus. Alors, dans 8 jours. Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. Vas-y, assieds-toi. Monseigneur. Oh, ça, j'emballe aussi. Chameau, ça. Même pour un riche avocat, la note est un peu salée. Donc, t'avais dit 6 000, ah non? 6004. Non, t'as très bien entendu. C'est sympa s'il m'avait fait 400 € de moins, mais enfin bon. Faut... Voilà. Je suis un être faible. Non, non, c'est raisonnable. Enfin, En fait, on achète du rêve quand on achète des objets pareils. Alors, quel est le prix du rêve? Lessivé, rincé. C'est toi qui es lessivé et rincé. Oui. Et à ça, hey, le chèque. Allez, merci et puis bon voyage. Ce fidèle couple d'acheteurs vient en moyenne 4 fois par an. Soyez prudents. Oui. Un conseil pour la route, ce serait dommage qu'il leur arrive quelque chose.
Il y a des musées où il vaut mieux avoir un guide. Au Puce de Saint-Ouen, le guide idéal, c'est Philippe Manœuvre. Salut! Venez, venez. Venez, venez, venez. Depuis 30 ans qu'il parcourt ce dédale, Monsieur Rock'n'Folk connaît toutes les bonnes petites adresses. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Alors, bonjour. Bonjour. Salut, ouais, comme tous les dimanches. Voilà, rock'n'roll. Oh là là. Tu mets au bout de ta botte, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien. Ouais, il y a un truc là. Tu la visses. Moi, ce que j'aime bien, c'est venir ici, trouver un jukebox, regarder la longue vue de Christophe Colomb, voir un truc d'un embout de botte, un disque d'Elvis Presley, une espèce de cohérence dans tout ça qui fait qu'on se balade entre... ça, c'est totalement intemporel, les trucs western. C'est l'atmosphère des bus. Voilà, c'est une atmosphère qu'on retrouve ici. En fait, c'est comme si je prenais un billet pour New York et que j'allais me balader... dans une espèce d'Amérique rêvée, fantasmée, quoi. Ça dépend du circuit que vous faites. Et je peux faire un circuit, certaines boutiques, je suis que en Amérique. Hein. C'est très étrange, quoi. Écoute, merci beaucoup. Hein. Philippe, continue le bon boulot. Merci. Bonne journée. À la semaine prochaine. Salut, mec. Si Philippe Manœuvre vient là presque tous les week-ends, c'est justement pour ça. Changer de pays en franchissant le périph', partir aux États-Unis quelques heures, voyager à travers le monde, mais aussi à travers le temps. Oh putain. Vous avez quand même un Allez, vinyle. Original Master Recording. Alors ça, c'est des vinyles qui ont été édités à la grande époque du vinyle, mais Original Master Recording, ça veut dire qu'ils prêtaient un soin spécial au pressage. Donc c'est un certain nombre de disques sélectionnés. Normalement, le pressage... c'est ce qu'on peut avoir de mieux en vieux pressage vinyle. On voit qu'on est chez un connaisseur. Ça va, Hugues? Salut, mec, ça va? Ouais. Ici, c'est un peu son cabinet de curiosité. Quand il arrive chez Hugues, c'est toute l'histoire du rock qui ressurgit, des souvenirs qui se bousculent. D'accord. La musique d'ambiance des années 70. Ok, bah bref, sa Madeleine de Proust. Par exemple, ça... Quand je vois ça, je reconnais les platines stéréo de la maison de la radio, de l'ORTF, quand on travaillait à France Inter en 1980, avant l'invention du CD. Voilà, on a fait ce geste des milliers de fois, soulever, vous voyez, soulever le truc en métal, la claque, prendre le truc, mettre sur le disque, on passait les disques. C'était les grandes platines de l'ORTF. Et ça, c'est un endroit où vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous savez qu'aujourd'hui... Si, je suis arrivé là par hasard la première fois. Hein, on se connaissait pas du tout, on a fait connaissance. Très vite, j'ai trouvé que Hugues avait une passion assez extraordinaire pour les objets. Ça allait plus loin. Il travaille même pour Rock & Folk. Il nous écrit tous les mois. Il décrit un objet du culte, que ce soit le briquet Zippo, le Sportster Harley, le blouson Perfecto, la lunette Ray-Ban. Voilà, Hugues, c'est un spécialiste. Et côté musique, le spécialiste, c'est Philippe. Mais les puces sont des trésors cachés et chaque visite révèle son lot de surprises. Masterpiece. Un graveur de vinyle. C'est sublime, on pourrait graver un groupe là. Ça alors, ça se cherche. Ouais, ça se cherche. Ça c'est un format qui a complètement disparu, c'est la cartouche 8 pistes. Et la cartouche 8 pistes, moi je trouve que ça avait un meilleur son que tout. C'était le meilleur son. Attends, je peux t'en faire écouter une. Ah ouais. Quelques notes sur une cartouche 8 pistes, le voyage de Philippe Manœuvre dans l'Amérique des années 70 continue. C'est la dynamique qui est bien, la dynamique des cymbales qui est... Enfin, c'est vraiment... c'était 4 fois plus gros qu'une cassette. Voilà, la bande est de cette taille-là. Hein. Et alors là, tu peux passer un vinyle, tu peux passer un 30 cm. Partout, alors là, j'arrive à la plage, je mets mes vinyles, tranquille, ouais. Oh la classe. Oh c'est ancien. Oh. Une vraie cure de jouvence. Chez son ami Hugues, Philippe revit son adolescence. Il n'est pas branché. T'as déjà vu? Tu te rappelles de ça? Ah ouais.
petite radio bracelet Panasonic. Voilà, alors ça c'est la radio bracelet Panasonic, on se mettait comme ça et on pouvait les filles pouvaient se balader en écoutant la radio, donc c'était très mode année, ça faisait un truc très fashion avec la petite robe verte par exemple. C'est la radio de l'époque, voilà, qui se met autour du bras. Ça c'est... Non, waouh. Voilà. Allez, les instruments maintenant. Ici, c'est même devenu un musée rempli de pièces introuvables. Le Korg, mais ouais. Et là, Philippe retombe carrément en enfance. Un culte des objets, le MS-10. Voilà, tu fais passer la bande. Changer plein de trucs. Il y a ça aussi dans le genre mythique. Avec ça, on fait ça. Il y a une sortie ligne là, on branche sur la console. Vous vous souvenez pas de ce tube de Trio? C'était en 1982. Et le gars sortait ça de son costume comme ça, il faisait ça. Et ça démarrait comme ça le morceau. Voilà. Bravo. Nous deux on fait un groupe. Et cette douce folie teintée de nostalgie, Philippe Manœuvre vient la partager tous les dimanches matins avec les passionnés qui peuplent le marché aux puces. Il y a ici, se sont réfugiés un certain nombre de gens atypiques, voilà, des spécialistes, des gens qui sont pas trop partants pour le monde moderne, quoi, qui préfèrent rester ici, s'intéresser à des trucs anciens. Intéressant, c'est une vision. Mais pour un collectionneur comme lui, Saint-Ouen, c'est surtout le lieu où dénicher des pièces rares. On y va? Des vinyles introuvables. Salut les copains. Salut Philippe. Ça va? Bah, c'est calme et toi? Bah ouais. Rude semaine. Alors, t'as des trucs? Regarde ça. Avec un 45. Oh, le T-Rex. Avec le 45. Ah ouais, ça c'est... Ah ouais. Ça, c'est les albums pré-T-Rex, quand ils faisaient un duo folk. Car depuis peu, les vieux 33 tours reviennent à la mode et remplissent à nouveau les bacs du marché. Steve Peregrine Took et Marc Bolan. Et là, avec, donc, t'as le 45 tours. Ouais. On a retrouvé une clientèle de jeunes de 18 à 25 ans qui se remettent au vinyle, qui descendent la platine du grenier de leur père et qui viennent chez nous acheter des vinyles originales ou des rééditions éventuellement, selon leur budget. Voilà. Du haut de ses 56 ans, Philippe Manœuvre est donc totalement à l'image des puces, à la fois nostalgique et branché. Cette ambiance des puces branchées, on la trouve aussi le long du périphérique. Ici, c'est plutôt hip-hop et graffiti. Dans ces allées, on vend exclusivement des vêtements dans de toutes petites boutiques ou des stands. C'est là que travaille Brice, 29 ans, sur vêtements, baskets et bonnets. Derrière cette allure décontractée se cache un chef d'entreprise qui commence sa journée. Voilà. Ça a l'air stratégique la mise en place. Ah oui, toujours. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Pas beaucoup d'espace. Et en plus de ça, on doit vraiment tout bien manier pour que ça soit le plus beau possible et que le client se sente le plus à l'aise. C'est pour ça qu'on s'est construit une belle boutique avec... voilà, on en est fiers de notre petite boutique. Chaque centimètre carré rentabilisé, quoi. Ah oui, obligé. Faut compter, voilà. C'est tout. Chez Brice, il y a 12 mètres carrés en comptant le trottoir. Alors quand il installe ses articles, il en met un peu partout. Sur les murs des t-shirts, au plafond des casquettes ou des strings. Son créneau, c'est le textile personnalisé. La peinture sur vêtements. Je sais pas comment il n'arrive pas de tomber. Voilà, 100% hip-hop. Voilà. C'est ça ton petit travail, la bombe de peinture?
Exact. Bombe de peinture, pinceau, stylo, Posca, tout ce qu'on trouve sous la main pour poser. Faut pas oublier qu'on est des taggers, donc on peut taguer avec ce qu'on veut, même avec les doigts. Et Brice travaille en public pour attirer le client. Allez-y, n'hésitez pas. Sa dernière création, c'est ce t-shirt, une commande un peu spéciale. Hop là, t-shirt à terminer. C'est un t-shirt spécial Tunisie pour la Révolution. Donc ça, la personne qui a commandé ça, il repart en Tunisie directement. En tout cas, la personne qui est là-bas, elle est en guerre. Donc elle va avoir ce t-shirt-là, histoire vraiment de revendiquer et de dire que faut pas y toucher. Voilà. Dans la boutique de Brice, il n'y a aucune grande marque, mais c'est un choix. Être une affiche de pub comme Adidas ou n'importe quoi, ça intéresse plus personne maintenant. On veut plus avoir une grosse fleur avec écrit en gros Adidas sur nous. Je préfère encore avoir écrit Sylvain, c'est pas grave. Au moins c'est plus mignon. Voilà. C'est d'ailleurs tout le concept de sa marque, et c'est ça qui attire l'œil des passants. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Non, je regarde l'art. Tu regardes? D'accord, tu regardes l'artiste. Ben voilà, moi je regarde un Si. Ok. Ce que vous faites là, c'est magnifique. Ah, merci. Vous faites sur t-shirt, sur casquette, Ah ouais, surtout ce que tu veux, même ta trottinette, on y va. Hein. Bah quoi? Même ta trottinette, on est parti. Hein. Tu vois, ça, y a pas de souci. Tu vois, tu demandes ce que tu veux. Bah si t'as envie, hein, fais un petit tour à l'intérieur, tranquillou, t'enlèves tes chaussures, tu te mets bien, tu te prends un petit jogging, pépère. Ok, vas-y. OP. Fais, hein, passe une bonne journée. Hein. Avant, Brice était au cœur de Paris, aux Halles. Mais depuis 1 an et demi, il a déménagé son magasin pour s'installer ici. Un choix stratégique. Ouais, donc c'est pas grave, je la commence là. Voilà mon gars. Ouais. Pourquoi c'est important d'être présent ici au Puce de Saint-Ouen? Ah, ici au Puce, c'est ici que tout se joue. Donc si tu as envie de monter une boutique, faire quelque chose vraiment de concret, c'est ici que ça départ. C'est ici vraiment le départ. D'autres marques comme Ernest, Gia, tout ça, ils sont partis d'ici. Si tu as envie de lancer et de balancer quelque chose, soit tu es ici, soit tu es nulle part. Voilà. Le marché aux puces abriterait donc les futurs talents de la mode. C'est en tout cas le rêve auquel croit ce jeune chef d'entreprise. À Saint-Ouen, la police s'est adaptée au marché aux puces. Il y a même une brigade spéciale, celle de Joanie. Et dans cette unité, l'arme de guerre, c'est la chaussure. Vous êtes quand même constamment à pied, c'est un peu votre spécialité. Ah, constamment à pied, on travaille que à pied en fait pour sur le marché, vous êtes déjà passé, vous avez vu. Ça fait que des petites ruelles, en voiture c'est impraticable avec les piétons, on est beaucoup plus rapide pour intervenir à pied. Et du coup les chaussures elles sont... Les chaussures, rien de spécial, chaussures fournies par la boîte. Au Puce, la journée de Joanie et de ses collègues, Cédric et Vincent, commence par un brin de causette avec les commerçants. La vieille équipe. Ah, c'est bien, hein. Ah, c'est bien. Hein. Il fait beau. Allez, bon courage. Ça va? Ça va bien? Un bonjour, une poignée de main, encore une autre. Comme dans un village, tout le monde se connaît et la police vient prendre des nouvelles en voisin. Bien et vous? Ça va bien? Ça oui, les affaires? Bah, écoutez, ça va, tout va bien. Hein. Et vous? Bon, tout se passe bien? Comme d'habitude. Pour le moment, tout va bien. Après, on verra de quoi sera faite la journée. Mais à quelques mètres des boutiques, dans une rue parallèle, des dizaines de vendeurs se sont installés à même le sol, sans aucune autorisation. Allez, on remballe, s'il vous plaît, monsieur. Et la brigade des puces est chargée de les faire partir. On a des enfants à nourrir, on va où? Bon, bah, moi aussi, j'ai des enfants à nourrir, monsieur, je fais mon boulot. Je vous respecte. Bah, moi aussi, je vous respecte, monsieur. Je vous invite juste à quitter les lieux. Vous savez très bien que vous n'avez aucune autorisation pour être ici, monsieur. Non, mais ça, c'est la vérité. Voilà, on est d'accord. C'est les gens qui essayent de s'en sortir et nous, on fait ce qu'on peut, quoi. On nous demande, on a des directives, ils n'ont aucune autorisation pour vendre ici. À côté de ça, vous avez des commerçants, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui payent des charges et qui, eux, sont régularisés par rapport à leur situation pour vendre. L'évacuation se fait sans violence
les vendeurs à la sauvette quittent les lieux sans rechigner, mais pas pour longtemps. On est obligé d'inviter les gens à partir là. Bon, bien sûr, vous verrez quand on repassera tout à l'heure, ils seront à nouveau ici. Un jeu du chat et de la souris, sans réelles conséquences et sans fin. Les policiers s'en accommodent, finalement, depuis longtemps. À l'autre bout des puces, à l'entrée du marché, Joigny et ses collègues partent en chasse des vendeurs de contrefaçon. Et comme pour les vendeurs à la sauvette, les policiers savent très bien où les trouver. Ici, là, cette place-là, là, tout, d'ici jusqu'à l'autre bout du pont, c'est vraiment l'endroit où à chaque fois vous avez tous les vendeurs à la sauvette de contrefaçon. Les Louis Vuitton, les Chanel, Dolce Gabbana, Gucci, tout ça. Tout ce que vous pouvez trouver ici, c'est uniquement à cet endroit-là. Sur les stands, vous n'avez jamais ces produits-là. Le trottoir est rempli de produits siglés de fausses marques. C'est combien les montres 40 €. Chez Armani, chez Rolex. Rolex, Cartier. Cartier, Armani. C'est pas Cartier, c'est. Cartier. Ah, il manque le R. Si, Cartier. C'est comme Cartier, mais sans le R. 35 €. Non, mais bon. Combien? Viens, viens, viens. Pourquoi on peut pas rester là? On peut pas rester sous le pont là, c'est. Fausses montres, objets de contrebande, pourtant ici, personne ne se cache vraiment. Oh non, Jérôme il essaie mais il n'y a rien. Les policiers tentent une approche, mais ils sont en uniforme. Et en plus, un petit problème d'organisation a fait fuir les vendeurs. Les policiers se sont pris les pieds dans le tapis. Au même moment où on arrive, il y a les collègues de Paris 18 qui arrivent également. Donc en fait, ça fait fuir tout le monde. Voilà, exactement. Tout le monde a détalé. Les lapins ont vu les chasseurs arriver de loin. Bon, tant pis, c'est pas grave, on restera un peu plus tard si on a le temps, sinon c'est pas grave, on va se contenter de sécuriser. Tant pis, hein. Dans ce secteur des puces, tout est faux et à moins de 50 €. C'est pourtant un passage obligé pour accéder au prestigieux marché des antiquaires où ce matin, un gros poisson traverse les allées. J'ai un truc pour toi là, tu vois, le machin qui justement, le dernier qui me reste. Non, il m'en reste en ce moment. Ah bah non, bah tu me le prends, hein. Alors, oh Bruno. Attends, j'arrive. Il n'est pas un client, Michel. Un gros poisson que tout le monde convoite. Et c'est Bruno. Un Français venu spécialement des États-Unis pour acheter ici, Monsieur, bonjour. avec un conteneur à remplir, avant de retourner en Amérique. C'est quand même un tableau imposant. Surtout là où je suis au Texas, donc les maisons sont grandes, tout a besoin d'être surdimensionné, il faut que tout soit énorme. Puis c'est aussi, je pense, une marque de luxe pour l'Américain d'avoir aussi des trucs qui imposent, qui font cher, qui font riche, voilà, absolument. Bruno cherche du monumental, mais aussi quelque chose qui, ces derniers temps, cartonne aux États-Unis. En ce moment, en plus, l'Américain aime bien tout ce qui est gothique, un peu château. Bon, mais ça fait tout à fait château. Ça peut être soit dans une cuisine, ça peut aller dans un... Parce qu'ils se font tous aussi des caves à vin. Donc ça peut être dans une cave à vin, ça peut être aussi au-dessus d'une île, ce qu'on appelle l'île, c'est-à-dire la partie centrale dans une cuisine. C'est pas mal, ouais. Un lustre médiéval d'1 mètre de diamètre, une petite lampe pas mal, pour kitchenette américaine. T'en veux combien, tu l'as? Hein? Il me faut 1200. 1200. Ouais. Bruno hésite et contre-attaque. Si je t'offre 900, tu vas crier ou Je vais crier. Non, c'est un joli lustre. Je te donne 1100 si tu veux. 1000 pour faire un coup. Allez, ça fait longtemps. Je le vends. Difficile de résister à Bruno,
mieux vaut contenter l'Américain pour qu'il revienne. 1000 €, ça fait 1500 $. D'après moi, ça vaut 3000 $ à la vente aux États-Unis. Mais bon, on peut se tromper. Hein. Si c'était un métier si facile, tout le monde le ferait. Hein. C'est ce que je dis à tout le monde. Donc, je suis content. Voilà. Bruno a la matinée pour remplir son container. Quelques heures pour tout acheter. Et t'en veux quoi de ça? Hein? 800. De quoi faire saliver tous les commerçants du marché. Il est formidable ce garçon, mais il vient pas assez souvent. Je viens pas assez souvent. En ce moment, je viens 4 fois par an. Et tu mets pas en dollars, hein, tu mets en euros. Voilà, en euros. Vous avez un budget à dépenser aujourd'hui, Bruno? Non. Il explose les budgets toujours. Non, j'achète ce que je veux. Non, il marche coup de cœur. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, coup de cœur. Mais oui, parce que quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est bien, c'est bien et... Attendez, ne bougez pas, monseigneur, ne bougez pas, monseigneur. Comment? Si aujourd'hui vous trouvez de belles pièces, vous pourriez dépenser jusqu'à combien? Oh, bah, si je trouve un... Je sais pas, moi, j'ai pas de... Non, j'ai pas de... En toute honnêteté, j'ai pas de... No limite. J'ai pas de limite, non. Aucune limite. Bruno distribue les bons de commande comme des tickets de pressing. Et se contente de signer. Avec son vieux blouson en cuir, Bruno continue ses emplettes, toujours à la recherche de ce qui fera rêver sa clientèle américaine. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Bah écoute, on essaie d'acheter un petit peu, quoi, voilà. Bon. Ah, bah, j'aime bien les curés, moi. Ça se vend bien aux États-Unis, les curés? Oh, je sais pas si le curé se vend bien, mais c'est... je sais pas, quand on voit ça, on a envie de rigoler le matin. C'est une scène sympa, c'est bien peint, c'est marrant. Une copie, mais qui, c'est sûr, fera son petit effet outre-Atlantique. Ah voilà, bah, j'aime bien les curés, moi. Là, le tableau, il était affiché à 1000 €. Ouais. Vous le vendez 500 €. Bruno, c'est un client c'est un client régulier, donc il n'y a aucune raison que je ne lui fasse pas plaisir. Voilà. Ça marche aussi comme ça? Bah bien sûr, ça fait partie du business. Hein. Quand il est à Paris, il passe nous voir systématiquement, donc on peut dire que c'est un client privilégié. Ouais. Voilà. C'est gentil. Salut Bruno. À bientôt. Bonne fin de journée. Allez, merci. Au revoir. Au revoir, messieurs. Après ce petit tour de chauffe, Bruno peut enfin se consacrer à sa vraie quête. Pas question de rentrer aux États-Unis sans ce qu'il est venu chercher, la pièce unique pour laquelle il est prêt à dépenser beaucoup. À quelques rues de là, au marché aux vêtements, la marchandise s'étale sous des auvents. Ni dorure ni vitrine, et des clients sans trop d'argent. Bonjour. Il y a moyen de négocier près? De négocier toujours, il n'y a pas de souci. On a un client en cours, mon vieux. Parce que moi, je suis 20 € là. Si t'as 20 €, je t'avoue que c'est un petit peu tendu. Si t'as 25, je veux bien. Après... No, on lui fait une casquette à 20 € ou pas? Il veut une casquette pailletée? Bah, celles qui sont déjà là. Bah non, justement, il voudrait qu'on lui en fasse une. Et il n'a pas beaucoup. Ici, tout est donc négociable. Au puce, la règle, c'est de vendre. On va prendre ta commande. Ouais? Tu nous prends ça? Ouais, je suis avec nous. Vas-y, je lui prends sa commande. Là, il est 15 h. Tu viens vers 15h30, 15h45, ok? Attends. Hop. Toujours ce ticket avec toi. Quand tu reviens, si je suis pas là, tu peux justifier que tu as payé. Ok? Vas-y, à tout à l'heure. Vendre à tout prix. Mais dans cette allée, c'est ce que tout le monde fait. Alors pour mettre en avant la spécialité de la maison, il faut arrêter le client, lui faire visiter la boutique. Et ça, c'est le job d'Eno, le vendeur de Brice. Alors, un petit tour rapide dans notre magasin. On fait des très belles choses. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. 2 petites secondes. 2 petites secondes, la famille, sérieux. Écoute-moi au moins. Ici, chaque personne qui passe, on est obligé de les prendre. Parce que sinon, ils vont dépenser dans chaque boutique et jamais chez toi. Donc voilà, tu es toujours obligé d'être au taquet, de dire bonjour les jeunes, va te prendre un petit t-shirt, on est là, hein. Regarde bien, tu vois. Donc tout le temps, on leur dit, on sollicite tout le temps les personnes qui passent. Alors les frères, c'est comment? Un petit coup d'œil rapide ou quoi?
J'ai un bon petit t-shirt qui ira avec ton petit jogging violet. Franchement, sérieusement, je t'invite à rentrer juste à l'intérieur, juste jeter le coup d'œil. Je te remercie. Mais le plus cruel, c'est que même en allant chercher les clients, ici tout ne tient qu'à la météo. Les puces sont un marché à ciel ouvert. Ça y est, c'est parti. Ça veut dire aucun client, ça veut dire que c'est mort. Voilà. Ah ouais. Ça va ou quoi? Cool. Quand la pluie s'en mêle, le chiffre d'affaires prend l'eau. Là, ça va être très très compliqué pour vendre. Parce qu'il n'y aura pratiquement personne sous la pluie. La journée est morte. Une pluie forte comme ça à 5h30, c'est fini? Ouais. Ah ouais, c'est bon, c'est Ça veut dire que les seuls clients qu'il y avait à l'intérieur sont en train de repartir. Donc voilà, c'est mort. Et les autres viendront pas? Les autres viendront pas. Là, ils vont rester à la maison, un petit chocolat chaud, la télé, ils vont se mettre dans le fauteuil, ils vont zapper. Heureusement pour Brice, un client a décidé de braver la pluie. Le genre de client dont il a besoin. Attention, le dérangez pas trop, faut pas trop s'approcher. C'est des champions qui sont là, attention. Le champion en question, c'est Mister Univers. Voilà, Mister Univers 2010. Et il est venu spécialement pour son prochain spectacle. J'ai une démonstration le 12 mars. 12 mars À Abbeville, ouais. Une ouverture de salle. Et c'est une de mes élèves justement qui a ouvert sa propre salle. Okay. Pour l'occasion, il a commandé une tenue complète à Brice. Là, le nom à droite, pas à gauche. T'inquiète. Pas à gauche. Bon, frérot, y a pas de opérationnel, ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. OP. Ok. Bon, allez. Demain tu passes ici ou pas? Hein? Ouais. Oui, il sera avec moi. Le fiston. Ouais, y a pas de Vas-y, problème. chaud. Allez. Yes, rentre bien. Merci. Si Brice remercie ce client en spécial, c'est qu'avec des gens comme Mister Univers, il compte faire décoller son entreprise. C'est surtout des personnes qui nous aident beaucoup sur la com. C'est des personnes qui parlent beaucoup de nous, qui vont toujours bouger pour nous. C'est pas le seul d'ailleurs. Il y a Mister Univers, il y a Derka aussi, du JT agité sur W9, il y en a d'autres. Il y a des danseurs, des chanteurs, Chabat Tigre, tout ça. Il y en a plein, Armada. Après, je peux pas tous les citer. Les puces comme tremplin professionnel. Pour Brice, le rêve, c'est de marcher sur les traces d'autres jeunes entrepreneurs, partis de Saint-Ouen et arrivés au sommet. Loin de l'agitation des puces, dans le centre de Paris, Georges commence sa tournée, à l'heure où les gens rentrent du travail. Son terrain de chasse, ce sont les poubelles des quartiers chics de Paris. Georges est ce qu'on appelle un bifin. Il fouille les ordures pour trouver des objets à revendre aux puces. On trouve beaucoup de choses dans les poubelles à Paris? Oui, on trouve encore, oui. Tout à fait. Mais tout est question de chance. Des fois il y a, des fois il n'y a pas. Je touche comme ça pour savoir s'il y a quelque chose que ça peut être intéressant, mais il n'y a rien là-bas. Genre, vous ne mettez jamais de gants quand vous fouillez les poubelles? Non, normalement non, jamais parce que... C'est pas dangereux? Oui, je sais que c'est dangereux, mais je fais attention, je fais attention. Mais les poubelles bien remplies sont rares. Bonne chance aujourd'hui. Pour trouver, Georges doit souvent parcourir de longues distances. Ou les jours que je suis allé à chercher, je fais 3 à 4 km en moyenne. Voilà. Un parcours solitaire dans les quartiers bourgeois. Georges n'a pas d'itinéraire précis. Son seul impératif, passer avant le camion Ben. Ici apparemment il y a un petit truc. Voilà bien. Ça c'est un des magazines. Intéressant. Je le prends. C'est bon. Des magazines d'actualité oui. Un peu périmés, ça se vend quand même?
50 centimes, 1 euro, hein, là-bas. Voilà. Pour survivre, Georges ramasse tout ce qu'il peut revendre. Et pour forcer un peu le destin, il fouille avec minutie chaque poubelle. Qu'est-ce que c'est ça là? Et, par exemple, moi, j'essaie de fouiller comme ça dans les papiers parce que une fois, une opportunité, je me suis trouvé un billet de 20 euros, comme ça, entre les papiers. C'est pour ça que moi, quand je trouve des papiers, je fais attention. C'est un vrai travail de fourmi, il faut tout regarder. Oui, il faut regarder, il faut fuir. Ouais. Pour tenter la chance, pour trouver la chance. Ça peut avoir un billet, une surprise, de l'or, je sais pas. On ne sait pas. Vous avez déjà trouvé de l'or? Et un bac d'or, ça fait longtemps. Hein. Toujours dans les papiers, il y a des surprises. Aujourd'hui, pas de billets. Mais qu'importe pour Georges, chaque poubelle est une nouvelle chance. Voilà, on a un petit chiffon. Ça, c'est en bon état? Et apparemment, il est en bon état, c'est ça que je regarde. Et voilà, c'est bon, je le prends. Et ça, alors, c'est un manteau? Son manteau, oui. En parfait état? En parfait état, regarde. Il n'a pas déchiré, hein? Pas du tout déchiré. Et ça, vous allez pouvoir le vendre combien, Georges? Je demande 5 euros, puis ça peut être 3 euros, 2 euros, que c'est bon. Je le prends. Vous aviez déjà imaginé que vous seriez obligé de faire les poubelles pour vivre? Jamais. Ah, ça je te jure, jamais. Jamais en ma vie. Pourquoi? Bon, par rapport, parce que moi, je suis professionnel, je suis horloger. J'ai travaillé à mon pays, j'avais mon petit magasin. Et ça, je crois que ça va passer vite, parce que ça, c'est quelque chose, on dirait, pour le moment, hein, que je fais. Parce que c'est quoi votre vrai métier, Georges? C'est horloger. Moi, je suis horloger depuis 30 ans. Moi, je suis bricoleur aussi. Je bricole des petites choses comme ça. C'est vite, c'est vite. Opposant politique, Georges a dû quitter son pays, le Venezuela, il y a 4 ans. Depuis, malgré sa main paralysée, il se bat, dans l'espoir de pouvoir, un jour, exercer à nouveau son métier. Ah, voilà. Il a les chaussures que m'attend. Cette paire de chaussures jetée à la poubelle, c'est un petit miracle. Une trouvaille qui va lui permettre de rentabiliser sa soirée. Et voilà. En vrai, je suis 45, je crois. C'est un bon état. Elles sont complètement neuves? Complètement, apparemment neuves, regarde. Ils ne sont pas du tout déchirés, voilà. Il est une grande taille. Hein. Moi, je le prends, c'est bon. Et ça, vous pouvez le vendre combien? Ça, on demande 15, ça peut rester à 10 euros, hein. C'est bon. Ouais. Et elles sont toutes neuves? Toutes neuves, jamais portées? Apparemment, oui. Mais c'est une de grande taille, apparemment 45, je ne sais pas, 48, on dirait. Pour un monsieur costaud. Vous la gardez pas pour vous? Non, parce que moi, je m'en 40. Ça commence à sourire la chance, tu vois. Depuis que je cherchais pendant une demi-heure, il n'y avait rien. Maintenant, ça peut aller. Oui, oui, franchement, à la vie, il faut sourire quand même. Il était vite, mais maintenant, il est un petit peu lourd. Vous voyez? Il n'y a rien. Après 2 heures de fouille, Georges repart avec son sac plein. Quelques magazines, un manteau, une paire de chaussures. Des objets qu'il espère revendre dans quelques jours, au puce de Saint-Ouen. Jeudi matin, en pleine semaine. Les puces sont vides, les stores baissés. Mais dans les allées du marché, un homme est quand même venu. Eh oui, mais c'est quand même jour de travail. C'est jour de restauration aujourd'hui. Restaurer, c'est la partie la plus importante du métier pour Benoît. En secret, dans une petite pièce cachée, dans le sous-sol de sa boutique. Ça se passe en bas, oui, oui, j'ai la chance d'avoir un grand sous-sol et c'est là que je bricole. J'ai mon petit atelier de restauration. C'est donc dans sa caverne d'Ali Baba que Benoît entrepose et restaure les objets qu'il achète pour leur donner de la valeur. C'est, bah oui, c'est mon ordinaire, comme on dit. Et aujourd'hui, son ordinaire, c'est un lustre du 18e qu'il faut remettre en état pour le vendre.
j'ai commencé à le démonter et voir un peu ce que j'avais à faire dessus. Et ben on va regarder ensemble ce qu'il faut lui faire. Et la première étape, c'est de nettoyer les cristaux un à un. Il a déjà meilleure mine que ce qu'il avait tout à l'heure. Seulement en remontant ces cristaux, Benoît remarque un défaut. J'ai vu en le montant qu'il y avait une des pièces qui était pétée. Là, il y a un bout du cristal qui est pété. Depuis des années, j'ai stocké, acheté. Dès que je vois des cristaux passer, j'achète. Et donc là, j'ai un stock énorme. D'ailleurs, venez voir, je vais vous montrer où il est. Et alors là, toute l'étagère qui est là, ce sont que des morceaux de cristaux plus ou moins rangés. Là, ça je l'avais à peu près classé. Ça, c'est mes enfilages. C'est ce que j'appelle les enfilages. C'est justement la partie centrale de lustre. Donc on va aller regarder s'il n'y a pas un morceau qui puisse remplacer celui qui est pété. Parmi toutes ces pièces centenaires, accumulées au fil du temps, Benoît doit trouver la bonne pour respecter l'harmonie du lustre. Alors il me faut un truc qui soit grosso modo de 5-6 cm. Ça c'est un peu de trop belle qualité par rapport à l'enfilage qui est en verre moulé. Et j'ai ça pourrait être pas mal, c'est aussi du verre moulé. Donc voilà, ça c'est un exemple. Éventuellement, je vais pouvoir remplacer la pièce qui est pétée par une pièce comme ça. On est à peu près dans les mêmes couleurs, on est dans du verre moulé et on est du verre moulé ancien. Ça c'est ça, ça c'est ça, et ça c'est la pièce pétée. Une fois la pièce changée, Benoît doit tout remonter, en respectant scrupuleusement l'assemblage originel du lustre. Une opération qui va lui prendre 45 minutes, un travail d'orfèvre dont il est quasiment le seul à détenir le secret parmi les 1600 antiquaires des puces. Ça, vous êtes le seul à pouvoir le faire en fait. Ah bah, je suis pas le seul à avoir des stocks, mais je suis le seul. On n'est pas beaucoup. Bah, c'est aussi la valeur ajoutée, le plus. C'est là aussi où je suis très fort dans les très fort pour restaurer les lustres, c'est que j'ai les pièces détachées. Quand on regarde un peu suspendu ce que ça donne. Voilà. Bon bah nickel chrome, ça se voit pas. Il faut que je refasse un peu mieux ça. Là, il faut que je descende un peu celui-là. Un savoir-faire acquis au terme de 20 ans de métier. Benoît n'a jamais suivi de formation pour restaurer des lustres. La meilleure école, c'est l'école, je vais dire, de la rue. C'est de toucher les objets, d'en acheter, d'en vendre. Je crois que c'est beaucoup avec le temps et avec l'expérience qu'on apprend principalement notre métier. Son expérience et sa collection de cristaux sont la principale plus-value de Benoît. Ce lustre, il va aussi le redorer et ensuite le revendre plus cher. Il doit coûter dans les 1500 € à l'achat, ce lustre. Si on fait 1000 € dessus, il va arriver à 2005. On va essayer de vendre ça 4000 €. Mais ce n'est pas seulement dans le secret de son sous-sol que Benoît fait des coups. Aujourd'hui, les puces sont fermées. Benoît et Olivier, les antiquaires du marché Serpette, sont à la recherche des nouvelles pièces qu'ils vendront le week-end prochain. Pour cela, ils ont pris la direction du Mans, dès l'aube. Donc c'est sûr qu'il faut être là tôt. Mais là, en l'occurrence, la foire où on va, là, ce grand déballage, ça commence à 8 h pile. Si on n'est pas là à 8 h pile, et ben on a tout raté. Ils se rendent dans un grand débarras réservé aux antiquaires. Ici, au centre des expositions de la ville du Mans. On vient de toute l'Europe pour y acheter des antiquités. Sur le parking, plusieurs milliers de marchands sont déjà arrivés. Tous sont venus chercher la bonne affaire. Et ici, seuls les professionnels peuvent accéder. On y va, ils sont avec nous. À l'intérieur, dans quelques minutes, va commencer une véritable course à l'antiquité, avec un départ en ligne.
vais voir comment voilà, ça se présente comme ça. C'est que pour l'instant, là, tous les camions sont fermés et les gens attendent 8 heures pile pour ouvrir et ça démarre. Pour que chaque antiquaire ait la même chance de mettre la main sur un trésor, interdit de déballer avant 8 heures. Donc maintenant, là, ça va être leur challenge où on cavale. Ça y est, c'est parti. Et pour les bonnes affaires, les premiers arrivés sont les premiers servis. Je fais 1300 dernier. Pas une seconde à perdre pour Olivier et Benoît. Le coup d'œil doit être rapide et précis. 1003, ok. C'est la porcelaine, là? La porcelaine est cassée. Ah bon, d'accord. Ok. Ouais, c'est tout cassé. Oui. Bon, 3005. Ah oui, bah non, tu laisses tomber. Ils vont même jusqu'à fouiller dans les voitures. Il y a un truc qui m'accroche, je m'arrête, rien ne m'accroche, je passe. Technique, chacun sa technique. Seulement pour l'instant, rien n'accroche l'œil de Benoît, ni celui d'Olivier. Non. On continue? On se fait le... Il faut qu'on aille vite. Ça va très vite. Hein. Pour l'instant, je suis très frustré. Hein. Rien. Oh, il est pas tard encore. Il est 8h15. Seulement Benoît sait très bien que les plus belles pièces partent en l'espace de quelques minutes. Pour l'instant, c'est peanuts. Hein. Et nos deux antiquaires commencent à se dire qu'ils ont fait le déplacement pour rien. La bonne affaire leur est peut-être passée sous le nez. Pas dans ce sens-là, Olivier. Les minutes passent et cette virée au Mans ressemble de plus en plus à un fiasco. Heureusement, sur un stand, Est-ce que tu voulais faire quoi? 2 tableaux accrochent l'œil d'Olivier. Un petit achat impulsif qui va désinhiber les antiquaires. Allez, hop. T'as acheté ça combien, Olivier? 450 les deux. Bon, et puis après, on arrête. Ah, tu veux le refaire aussi? Bon, bah la chance revient, on commence à acheter. Il est 9h30, le sort est enfin conjuré. Benoît peut se détendre. Beaucoup trop cher en plus. Car à partir de maintenant, sur la foire, les rapports vont changer. Aucun vendeur n'a intérêt à repartir avec sa marchandise. Ce sont donc les acheteurs, comme Benoît et Olivier, qui vont fixer les prix. Non, c'est une paire. On n'est plus décontracté, on va plus doucement, mais on va aussi pouvoir, entre guillemets, un peu plus égorger les marchands. C'est le deuxième tour. C'est le deuxième tour, là. Je suis pas gentil de dire égorger, moi, d'ailleurs, mais bon. Et dans ce hangar, il y a des dizaines de victimes potentielles. Des marchands pressés de liquider, à qui Benoît va pouvoir imposer ses conditions. Ça, j'adore. Première cible, cette paire de colonnes, Napoléon III. C'est quoi le même? Je peux vous faire un dernier prix, c'est... Attendez, il faut le trouver. Ah oui, non. Non, mais... Mais dans l'autre sens, il faut les revendre. On fait ça 2003 et ça coûte plus cher que ça. Ah oui. 2000, ça va pas. Ça fait 10 000. Faites un petit effort. Je peux vous faire voir mon prix d'achat. Non, mais... Sur certaines choses, on oublie les prix d'achat, nous aussi. Hein. Ouais. Bon, allez-y. Je vais perdre encore. Qu'est-ce que t'as vendu, Christian? Les colonnes à perte. Combien t'as vendu? 2000. Le premier vendeur à faire les frais de nos deux antiquaires, c'est donc cet homme qui vient a priori de perdre de l'argent. Le métier d'antiquaire, c'est de savoir perdre avec le sourire. Ah ben, alors, regardez comme il sourit. Ouais. On sourit pas autant. 512 € exactement. Vous avez perdu de l'argent? Oui, 512 € là, je perds. Alors pourquoi vous acceptez de vendre moins cher que vous avez acheté? Parce qu'il faut rentrer de l'argent pour repartir, changer la marchandise, voilà. Au plus, Olivier et Benoît, eux, ont la clientèle pour ce genre de colonne. On finit la boucle. Ouais, bon tour, tout à l'heure. Pas question de s'arrêter en si bon chemin. La battue continue, et cette fois la proie, c'est le vendeur de ce lustre.
tout l'éclairage. L'affaire du jour, c'est peut-être ça. Je pense que ça, c'est un luxe dans les, au moins en bon état, à plus de 12 000. Il est où il est où le 5 000, ça va pas. Ça c'est bien parce que c'est cristal. Non, mais tout. De toute façon, moi je veux l'acheter. Hein. Je veux l'acheter. Hein. 5003 puis c'est fait. On arrête là. 5 300 €, Benoît jubile et retient un sourire. Ah non, je cache pas ma joie, mais je suis très content. Mais ça, c'est vraiment de la vente à professionnel parce que présenter un luxe comme ça à ras-le-sol et en fait, le plus beau de ce luxe, c'est ce qu'il y a en dessous. Et là, on ne le voit pas du tout, là. Moi, je suis ravi parce que je connais ça par cœur, les lustres, j'adore ça. Et c'est un très, très beau lustre. Parce qu'il a même un cul en cristal en dessous. Et ça, ben, on le verra que quand il sera accroché en l'air. Et ça, donc, c'est une très belle pièce. C'est une très belle pièce, mais encore une fois, moi, je suis très bien placé pour les vendre. D'abord, j'ai des clients qui les achètent très cher et j'ai mon petit atelier de restauration. Donc ça, c'est mon plus à moi qui me fait m'intéresser particulièrement au lustre. Mais là, quand vous voyez la qualité des cristaux, je suis ravi. 11 h, le déballage marchand prend fin. Reste à charger les antiquités dans le camion. Direction les puces. 750 et on avait aussi une sellette à 500. 15 750, ça fait donc 16 250. À force de dépenser, on apprend à compter? À force, mais là c'était facile, c'est des chiffres ronds. Olivier et Benoît repartent avec leur cargaison qu'ils écouleront dès le week-end prochain. Sa marchandise, Georges le chiffonnier la transporte en bus. La capitale dort encore, mais lui est debout depuis 5 h ce matin. Il se rend au marché aux puces, ou plutôt à l'entrée du marché, sous le pont de la Porte Montmartre. C'est ici, dans le carré des Biffins, qu'il va pouvoir vendre les objets récupérés dans les poubelles. Bonjour mon ami. Il est 7 h. Pour les chiffonniers, c'est l'heure de s'installer. Mais les places sont chères. Et Georges va devoir s'imposer. C'est qui ça? C'est qui? C'est votre place, Georges? Oui, c'est ma place. Merde. Georges a son stand attitré et compte bien le conserver. Tous les week-ends, il occupe ici l'emplacement numéro 93. Mais avant de déballer sa marchandise, Georges va devoir patienter. Il doit aller récupérer une bâche pour prouver qu'il a l'autorisation de vendre dans le carré des Biffins. Depuis peu, cette activité est en partie réglementée. Pour revendre ses trésors sortis des poubelles, il faut être accrédité. C'est grâce à cette carte que vous avez le droit de vendre des objets? Voilà. C'est grâce à l'autorisation de la mairie de légitime et notre association Sauf Kipou. Quelle galère. Seulement des cartes, il n'y en a pas pour tout le monde. Tout juste 230 pour plus de 800 chiffonniers. Pour les personnes qui n'ont pas la carte, monsieur Ballot, très sincèrement, je ne vais pas vous proposer de vous inscrire maintenant parce qu'il y a tellement de monde qui a la carte, on va attendre de voir après, d'accord? Après 2 heures de transport et une demi-heure de queue, Georges parvient enfin à son objectif. Cette petite bâche, précieux sésame pour accéder au marché des démunis. Oh là là, on galère. On prend la vache, on continue. Bonjour. Bonjour. Et c'est parti, une fois par minute parce que les clients attendent déjà. Oh là 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 là. Georges peut enfin ouvrir son commerce. Une simple bâche en plastique de 2 mètres sur 2, posée à même le sol. C'est ce qui lui sert de boutique. C'est là qu'il déballe sa marchandise de récupération. Les belles chaussures, ils sont là. Regarde les chaussures. Et tout de suite, les chaussures neuves trouvées la veille dans les poubelles du 7e arrondissement attirent le client. Presque neuf.
Allez-y. Combien? Dis-moi. Ici, c'est le marché, il faut négocier. 10 pour toi. Tu es mon ami. 10, allez. Viens. On va démarrer avec toi. 10. Okay. Au milieu de centaines de chiffonniers, Georges finit sa mise en place. Soyez généreux avec les bifins, messieurs, dames. Aux abords des puces de Saint-Ouen, le carré des bifins, c'est le marché de la misère, au milieu des rats. Un vaste débarras approvisionné par les poubelles de la capitale. Réfugiés sous le périphérique, les plus pauvres peuvent ici tout acheter pour quelques euros. Des habits, des tronçonneuses, des ordinateurs cassés, de la nourriture périmée et même des produits neufs à la provenance douteuse. C'est combien les lames? Les deux 15. Les deux paquets 15, ça vaut 28 €, 15 € litre. Ouais. Voilà ce qui pousse certains à qualifier cet endroit de marché aux voleurs. Mais le cliché s'arrête là. Ici, c'est bien la misère qui s'organise aux portes de Paris. C'est dans cet environnement que Georges gagne sa vie. Alors, pour se différencier des autres, il a misé sur son savoir-faire, l'horlogerie. C'est quoi ce petit panneau? C'est pour attirer l'attention des gens que moi, je m'occupe ici des montres. Je récupère toutes sortes de montres. Soit petit, grand, cadran, réveil matin. Votre publicité en vitrine comme dans une boutique traditionnelle. On essaye, voilà, on essaye. Avant de quitter le Venezuela, Georges tenait une boutique de montres. Depuis qu'il travaille aux puces, il s'est forgé une solide réputation. Il est bon. Et voilà, ça marche, ça fonctionne. Hey, 50 centimes. C'est bon, ça marche maintenant. Pas cher. À 50 centimes le changement de pile, il est imbattable dans la capitale. C'est l'horloger des sans le sou. Mais Georges ne se contente pas de changer des piles. Il répare aussi les montres qu'il trouve dans les poubelles pour les revendre. Ça là. Voilà. Et ça, c'est quoi ça? Ça c'est chinois. Chaque week-end, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, Georges vend sous le pont de la Porte Montmartre pour survivre. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Alors, les DVD portables, les premiers, 35 €. Les deuxièmes, 30 €. Et puis les chaussures, ça partit à 10 €. Et bon, des petits trucs comme ça. C'est bon aujourd'hui, c'est bon. Je suis content. Mais le carré des bifins a une heure officielle de fermeture. Georges a le droit de rester jusqu'à 18h30 et jusqu'au bout, il vend. Vous êtes gagnant, hein? Eh ben merci en tout cas. Voilà la boîte. Ça, c'est la boîte. La boîte de la tour. Ok, merci. C'est la vente des dernières minutes. Bon, c'est bon. Il faut tout remballer, mettre dans la valise, voilà. La journée est finie. Oh, tu vas où? En vacances? Ouais, en vacances. À demain. Pas encore de vacances pour Georges, mais un sursis. La recette du jour, 70 €. C'est une semaine de survie assurée. Imagine-toi, voilà, c'est bon. Maintenant, je peux le lever parce que ce matin, il pesait plus de 50 kilos. Maintenant, c'est 30 kilos. Hein. Le week-end prochain, Georges sera encore là. En attendant, il va de nouveau parcourir les rues de Paris, de poubelle en poubelle, avec l'espoir de pouvoir un jour redevenir horloger dans une vraie boutique. La nuit, les puces de Saint-Ouen basculent vers un autre monde, un autre univers. Celui d'un quartier entouré par des bars HLM et des cités. Le territoire de la brigade anticriminalité d'Olivier Nicolas et Jean-Marc. Donc voilà la cité Perret. Ouais, c'est reçu Athènes 93. Je vais néanmoins vous demander de réitérer le... C'est une des cités où on a le plus de problèmes ici. Hein. Surtout stup. Hein. C'est une des plus gros points de la commune, ça. Au niveau stup, ça tournait. Il est 20 h, l'heure des ombres. Dans la nuit, des silhouettes furtives hantent le quartier. Voilà, ça c'est le chouf qui re-rentre. Regardez en haut, Ah, il nous voit arriver de loin. Donc ça, voilà, masqué, voilà. L'homme sur le mur est un guetteur. Seigneur sur ses terres au royaume du deal, il ne cherche même pas à fuir à l'arrivée de la police. Écoutez-les, ça c'est les choufs en fait.
Voilà. Oh, 8-24, pour nous ça. Artena. Et eux, leur mission, leur rôle principal, c'est prévenir leurs petits copains de notre arrivée. Les jeunes de la cité, ils leur disent faites attention en ces termes, attention aux keufs, ils ont une focus noire, telle immatriculation. Ah, ils connaissent nos plaques, ils connaissent tout. Hein. Les policiers sont face à un système redoutablement organisé, une machine contre laquelle ils sont presque impuissants. Les seuls à ne pas avoir fui lorsque leur voiture passe, ce sont les consommateurs. Les seuls à ne pas avoir été prévenus. Bah, on va les contrôler. Vas-y. Vous avez quel âge? Alors attendez, monsieur. Je vous ai demandé si vous n'avez rien d'illicite sur vous. Je n'ai rien d'illicite sur moi. Je vous sentais l'herbe à plein nez, je vais vous palper. Lui, il en a, il sent l'herbe à plein nez. Non, c'est bon. Ah ouais, vous n'avez plus rien, monsieur, à part les 20 euros. Ah, encore un petit. Oh là là. Ces deux jeunes ont acheté pour 70 € de cannabis, 9 grammes environ. Rien à voir avec du gros trafic. Les vraies affaires se font à l'abri, à l'intérieur des immeubles. Au 41 rue Almalène, on aurait des jeunes en 5 et 7 qui bloquent un accès. Donc ils ne se contentent pas de faire seulement du tapage, ils bloquent l'accès du hall. On te rappelle 01 40 accès. C'est là que sont appelés Olivier, Nicolas et Jean-Marc. Il est 23 h et les habitants d'une de ces tours ont signalé des mouvements suspects. Il faut aller très vite. À l'instant où ils descendent de voiture, les policiers ont déjà été repérés. En bas de l'immeuble, il ne reste plus qu'un seul membre du groupe qui a été signalé. Tous les autres sont partis en courant. Les dealers se sont réfugiés dans cette tour. Une chasse s'engage dans les étages. Flashball et bombes lacrymogènes à la main. Vous n'avez pas vu des jeunes monter, madame? Pardon? Vous n'avez pas vu des jeunes monter? Non. Mais il n'y a personne. Aucune trace, pas un bruit, pas un claquement de porte, aucun signe. Un petit copain qui habite ici, et c'est ce qu'on appelle des apparts de repli. Dans les cités où tous un appart pour prendre la chine et se réfugier. Le groupe s'est volatilisé, pourtant les policiers tentent encore leur chance. Ils s'acharnent et fouillent les recoins. Qu'est-ce que vous cherchez là? Il se cache des fois dans le mec qui s'est barré. Le mec qui a pris la chine. Ah là, c'est pas forcément le produit que vous cherchez? Non, on cherche les mecs qui vont. Quand tu vas dans les Le mec étages, qui s'est barré, il a un produit. Mais les dealers ont un coup d'avance et ils ont laissé derrière eux de quoi retarder les policiers. ils ont arraché aussi la poignée. Oui. On a arraché la poignée. Ok, et ça c'est pourquoi? C'est pour... On ne puisse pas pénétrer. Parce que vous sortez, on va vous montrer. C'est bloqué, regardez. C'est bloqué dedans. Donc si ça tourne, ça claquer. Donc eux, ils ont la poignée, le passe, donc eux, ils peuvent rentrer accéder facilement. Nous, on va ça nous retarde. Ça va nous retarder, donc. À la sortie, pour exfiltrer le jeune qui a été interpellé, il va falloir courir. Encore. Allez, on y va. Et cet homme part même sous escorte, car le groupe auquel il appartient ne compte pas lâcher un de ses membres. Donc ça, c'est les jeunes qui viennent essayer de voir un peu si les copains... Ouais. Si on a retrouvé quelque chose ou si on a interpellé des gars, ils viennent voir, ils viennent aider. Hein. C'est pour ça qu'on a fait partir vite le véhicule avec le gars, parce que... Salut les gars. Parce que souvent, ils essaient de l'extraire, ils essaient de le récupérer. C'est-à-dire que vous êtes là, force de l'ordre, vous êtes armés, et eux descendent de la cité? Bien sûr. Et viennent prendre la personne dans le véhicule? Ah, ils essaient en tout cas. Ils essaient. Ah ouais, ça paraît invraisemblable, mais c'est ça, c'est ça. Invraisemblable, mais si réel. C'est ce que vivent Olivier, Nicolas et Jean-Marc dans ce quartier toutes les nuits. Le matin, les marchands reprennent possession des lieux et les affaires reprennent. Hi, how you doing? Good to see you. Bruno, l'acheteur venu spécialement des États-Unis, aimerait bien mettre la main sur une pièce maîtresse, un morceau de l'histoire de France qui fera rêver ses clients texans.
Monsieur Raspail. Comment ça va, monsieur Bruno? Mes respects du matin. Ça va? Ouais. T'es bien rentré? Ouais, toi. Ouais. Qui vient, Bruno. Si tu fais un H&M, un buste en marbre de Marie-Antoinette, regarde. Ah oui, ça c'est joli ça aussi. Hein. Il est sale, hein, il n'a pas été nettoyé. Il est vraiment dans son jus. Oui, ça c'est joli tout ça là, regarde. Avec la fleur de lys. Une fleur de lys, a priori, rien de plus français. C'est très sympa ça aussi. Ça vaut quoi ça? 5005. Non, c'est la foire à 5000 ici, chez Raspail. T'es chez les antiquaires là, t'es pas bah chez oui, les là. pêcheurs là. Ah oui, là, on est chez les vrais antiquaires ici, ouais. Non, ça je trouve ça cher par contre. Ah non. Pour faire baisser le prix, Bruno va passer d'acheteur à acteur. Tu trouves ça cher? Attends, mais... Ouais, je l'ai acheté, hein. Je peux te montrer le prix que je l'ai payé. Hein. Ça, c'est un vrai marbre. Ça. Pour rafler le marbre, il se lance dans une comédie dramatique. Mais non, c'est pas un vrai prix, ça. C'est un vrai prix, ça. Oh! Ah ben Bruno, tu veux que je te montre mon prix d'achat? Richard, je suis un tout petit marchand. C'est un des plus gros marchands, je l'ai enrichi, moi. Je l'ai enrichi. Je l'ai enrichi, celui-là. Ça fait 25 ans que je lui vends. Ouais. Et j'ai dû l'enrichir. 3005, je me serais peut-être laissé tenter. Non, je ne vais pas te donner 5000, il faut vraiment que tu aies 4000. Non, 4000, c'est non, je peux pas. Réfléchis. Non, mais c'est une belle offre, c'est de l'export. Mais non, mais je m'en fous. Là, c'est vraiment un truc typique français. Voilà, ça, c'est pas fini. C'est Louis XVI. Louis XVI, regarde, franchement. Le fait que ce soit Marie-Antoinette, là, c'est... Ah bah c'est très français, c'est... Très français, c'est vrai. C'est vrai, c'est Louis XVI, Marie-Antoinette, c'est quand même quelque chose, Versailles... C'est finalement Bruno qui met fin à la scène. Allez, 4250, on coupe la poire en deux. Ah, pour te faire plaisir. C'est vraiment pour me faire plaisir. C'est vraiment pour, parce que non, tu le fais vraiment je le chante sans le sentir. Alors, tu le sens sans le sentir, tu le fais... Tu vois, je vais être gentil. Je vais rien dire devant ces deux journalistes. Je vais être gentil. Fin du jeu de rôle. Je vais être gentil. La pièce est terminée. Bonne fin de Chine, mon ami. Merci, voleur. D'habitude, il me fait la bise. Allez, va. Voleur, va. Bruno a enfin ce qu'il était venu chercher, la pièce au Typically French. Il peut quitter les puces avec un trésor et un container plein. Dernière étape, gérer l'expédition de ses œuvres jusqu'au Texas. Bonjour Monique. Comment ça va? Raspail, je l'ai vu. Et alors qu'est-ce que vous faites là, Bruno? Ben là, je suis en train de donner mes bons de ce que j'ai acheté ce matin à mon transitaire. Donc de façon à ce qu'il puisse aller ramasser les lots au fur et à mesure et régler les marchands au même moment. Voilà. Des dizaines de bons de commande s'étalent sur la table. Et alors là, aujourd'hui, vous savez ce que vous avez dépensé? Non, en euros? En valeur? Non, on fait le calcul encore. Pour l'instant, on achète et puis après on verra bien. Au total, en une matinée, Bruno aura dépensé 10 500 €. Ça part par conteneur sur le Havre et ensuite de là sur Houston, Galveston et ensuite par camion de Houston directement à mon showroom. Et si tout va bien, ça sera là à la fin du mois de mars. Un morceau d'histoire et un bout des puces en partance pour le Texas. Ici reste l'ambiance, la gouaille des marchands et les bruits de la foule, parmi lesquels une voix résonne sur ce marché. Une voix qui semble avoir traversé les âges et qui attire irrésistiblement les touristes de passage. C'est fantastique. Pourquoi ? Pourquoi c'est super? Bah, il y a plein de monde, une super ambiance, et puis la femme qui chante là, elle a l'air typiquement française. Cette chanteuse typiquement Frenchy, c'est Manuela. Depuis 40 ans, tous les week-ends, dans cette guinguette, elle enfile son costume de scène et entre dans la peau d'Edith Piaf. Mais du haut de ses 70 ans, Manuela ne se contente pas de chanter le répertoire de la môme Piaf, elle l'incarne. Et vous pleurez, Milo. Ça
ça, je l'aurais jamais cru. Mais vous voyez, mais là... Manuela assure le spectacle pour le bonheur de ses clients, parfois un peu surpris. Voilà, c'est ça. Allez chanter, Milord. Allez danser, Milord. Référencée dans plusieurs guides touristiques, la guinguette est à elle seule un voyage dans le temps. Dans cette ambiance de carte postale, les touristes sont ravis de venir plonger dans le Paris typique des années 30. Si jamais tu partais, me quitter pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. I understand, like mon amour. Je comprends mon amour. Words like that, but... Et vous aimez Edith Piaf? Yes. Oui. Eh ben, elle chante du Edith Piaf. Elle est très bonne. Moi j'apprécie parce que moi je suis suisse, je viens 2-3 fois par année à Paris et puis je viens toujours ici. Alors moi-même je joue de l'ordre de Barbarie, donc j'aime bien la chanson parisienne surtout. Et, puis, voilà. Et ça, elle représente quoi pour vous, Manuela? Je sais pas, j'écoute ce qui passe, mais là je l'ai reconnue et puis je suis content de la revoir. Et si Manuela met tant d'énergie à interpréter Piaf, c'est aussi parce que sa recette en dépend. Vous êtes adorable, je vous aime. Je suis fatiguée, j'ai fait la nuit, alors vous allez c'est dur pour moi aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. C'est la générosité des touristes qui fixe son salaire. Bon, bah écoutez, je vais passer la quête. Hein. Allez chérie, à bout de feu. Allez, hop, hop. T'es un amour. Si j'avais le temps, je l'aimerais, mais j'ai pas le temps. Là, bien. Pas le temps de l'aimer, lui. C'est mignon cet âge-là, faut pas que ça grandisse, ça. Manuela travaille à la corbeille, c'est-à-dire au pourboire. Maman, la bonne et moi. Hein? You sing very beautiful. Faut tout prendre. Merci mes enfants. Et pour remplir sa fameuse corbeille, alors mes grands enfants. Elle ne met jamais fin à son spectacle. Donne des pèses. Allez, reste pas, c'est elle qui va l'avoir ce soir. Oh, je suis un peu mal à la gorge. Je prends un petit whisky, ça va peut-être être... Et si les touristes font la sourde oreille, Manuela ne lâche rien. Un peu d'argent pour la musique. Voilà, c'est très bien, c'est très gentil. Ce spectacle, Manuela l'a joué plus de 6000 fois dans la guinguette de Richard. Alors Richard, vous l'aimez bien, Manuela? Hein, et comment? Comment, sûrement. On a vécu combien? Plus de 30 ans ensemble ici, hein? 40 ans, arrête. C'est des années de... On va dire, on a vécu plus ensemble qu'elle avec son mari, ou que moi, ou que moi-même avec mon épouse. Hein. Elle est connue mondialement maintenant. Manuela, c'est une vedette sans être une grande vedette. Mais c'est Manuela. Voilà. Et c'est mon frère. Vous êtes une star internationale, Manuela. Ah, en principe, oui, c'est vrai. Bah oui, mais moi, je fais pas cas. Je suis connue dans le monde entier, hein, dans tous les bouquins et tout. Hein. Dites-moi où est-ce que vous avez chanté? Bah, beaucoup à l'étranger. Hein. Où ça? J'ai chanté en Chine. J'ai chanté un an au Texas et à Los Angeles. Et j'ai chanté beaucoup en Allemagne, beaucoup en Suisse, en Italie. J'ai chanté en Égypte, j'ai chanté en Finlande, j'ai chanté, je sais plus, j'en ai plein, je ne me rappelle plus. En France, forcément. Et c'est toujours du Edith Piaf? Toujours Edith Piaf, ah oui, toujours Edith Piaf. Et Edith Piaf, ça passe partout, dans le monde entier. Hein. Et les touristes, ils aiment bien Edith Piaf? Ah bah oui, c'est très aimé ici. Hein. C'est très aimé, c'est vrai. C'est une musette, c'est comme ça. Hein. La chambre d'hôtel au papier jauni. Au fond du marché Vernaison, c'est donc une star internationale qui chante chaque week-end, une gloire du bal musette. Récemment, elle a même été décorée, portée au Panthéon de la chanson. Et devant ses copines, elle est très fière d'arborer sa distinction. T'as peur de 8 gosses.
Ça peut être bébé en premier. T'as vu sa décoration? Ça y est, elle a la vraie. Ça y est. Ah oui, oui. La décoration, elle est là. Ah putain, Mais qu'est-ce que c'est ça, Manuela? Chevalier des Arts et des Lettres. Vous avez été décoré? Oui. Par monsieur le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. C'est ça qu'on voit en photo derrière vous? Oui. Alors voilà, c'est le bon souvenir. Vous êtes incontournable. Moi, ça m'a fait. Partie des murs. Ah oui, 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 je transpire des fois ici. Hein. Mais c'est merveilleux ici. Hein. C'est bien de faire les premiers pas ici et en même temps faire les premiers pas pour des jeunes qui veulent débuter parce qu'ils se font connaître. Et puis, vous savez, on reçoit quand même... c'est une plaque tournante. On reçoit le monde entier ici, hein, de partout. Hein. Depuis quelque temps, Manuela laisse peu à peu sa place aux jeunes qui rêvent de sa carrière internationale. Fatiguée, là. Mais pour l'instant, chez Louisette, la môme que les touristes veulent voir, c'est Manuela et personne d'autre. Opus, en plus d'un siècle, rien n'a finalement vraiment changé. Ni l'ambiance, ni les contrastes. Dans ce monde où la richesse côtoie la pauvreté et les trésors des poubelles les antiquités, des univers se croisent sans se mélanger. Dans cet immense bric-à-brac qui se renouvelle sans cesse, seule nouveauté, le lieu est devenu à la mode. Un endroit branché désormais connu dans le monde entier.